Aujourd'hui, la thématique qui nous réunit, ça va être la prévention de la consommation d'alcool en entreprise, avec l'opportunité de démarrer cette prévention en parlant du défi de janvier. Et j'ai la chance et le grand plaisir d'accueillir le professeur Amine Benyamina. Bonjour Amine. Bonjour Eric, merci. Merci de m'inviter, merci de me permettre de nouveau de rencontrer un peu même beaucoup, hein, les abonnés, les, les followers, comme on dit, Tout à fait. de ton réseau, de ton association, sur un sujet que je te laisse présenter tout de suite. Voilà. Voilà. Peut-être rapidement, je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, moi je suis psychiatre addictologue, je suis professeur à l'Université Paris-Saclay. Entre autres responsabilités, je préside Addicted, qui, comme vous le savez, un fonds de dotation avec surtout une plateforme de communication et d'échange à la fois sur la partie population générale, mais aussi sur la partie pro, qui est une plateforme pratique, hein, avec des fiches conseils, avec des forums, et pour laquelle de plus en plus d'entreprises et du monde du travail se connectent pour essayer d'avoir quelques conseils. Alors, on a des fiches pratiques, une soixantaine, hein, qui ont été rédigées et validées à la fois par des addictologues et des médecins du travail, et aussi, hein, des professionnels du monde du travail. Voilà, donc on est, euh, on offre de l'expertise sur l'ensemble des addictions, qu'elles soient euh, avec ou sans substance. Avec ou sans substance. Parfait. Merci beaucoup pour cette rapide présentation d'Addicted Pro. Je mettrai le lien pour se connecter en diffusant le replay également si les gens veulent se connecter sur Addicted et Addicted Pro. Voilà, alors pourquoi on parle addiction aujourd'hui? Je vous ai remis quelques chiffres déjà pour commencer et reprendre la réalité du monde du travail. Donc, il y a ce que l'on appelle la cohorte constance qui a été un rapport qui a été établi sur la consommation de produits addictifs, que ce soit l'alcool, le tabac, le cannabis, les médicaments. Et donc établi par la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les conduites addictives. Donc ce sont des chiffres qui sont représentatifs ici de la population active comparativement à la population inactive. On s'aperçoit que dans le monde du travail, la consommation à risque d'alcool est très importante. Statistiquement, on va avoir quasiment 20% d'hommes et 8% de femmes qui ont un usage dangereux de l'alcool. Une autre manière de le dire, c'est de dire qu'un homme sur cinq dans le monde du travail, tout secteur confondu, va avoir un problème avec l'alcool. Et une femme sur 10, 12 à peu près va également avoir une problématique liée à un usage dangereux de l'alcool. Alors, ce sont des chiffres statistiquement qui couvrent toutes les catégories d'âge, même si les plus jeunes sont un peu plus représentés, avec près de 30% des jeunes hommes employés qui ont un usage dangereux, donc un jeune sur trois. Mais on va également avoir la femme cadre à l'opposé, on va également avoir l'ouvrier. Voilà, on peut voir ici que c'est très largement partagé. On a une autre catégorie, ce sont les binge drinking, donc l'alcoolisation excessive du vendredi soir ou du samedi soir, hein. C'est au moins 6 verres en une seule occasion. Et on s'aperçoit que là, de la même manière, on va avoir près de 30% des hommes qui vont avoir ce type d'habitude et plus de 10% des femmes qui vont avoir ces épisodes de binge drinking au moins une fois par mois. Voilà. Vous comprendrez tous que le sujet est au cœur de l'entreprise et au cœur de la problématique de prévention. Alors, juste pour vous laisser un petit peu réfléchir et pour vous donner un petit peu votre état d'avancement, une petite question pour démarrer. Quels sont les impacts de l'alcool en milieu professionnel? Est-ce que vous avez déjà réfléchi? On vient de voir l'impact et comment la présence de l'alcool est une certaine certitude. Maintenant, quels sont les impacts? Je vous laisse un petit peu réfléchir. Vous pouvez flasher le QR code
avec vos téléphones. Et puis, on ira voir les résultats tranquillement. On va voir apparaître. Alors là, je vais sortir de la présentation. Je vais aller sur la page des votes. Apparemment, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de votants. Je vous laisse le QR code encore pour voter. N'hésitez pas à mettre quels sont les impacts de l'alcool en milieu professionnel. Baisse de productivité, oui, tout à fait. Est-ce que l'on a d'autres C'est toujours les premiers les plus difficiles à se mettre. Accident du travail, baisse de vigilance. Accident, voilà, tout à fait. On revoit le terme, donc en termes de sécurité. Encore quelques minutes pour répondre. Des conflits, bien évidemment. On va retrouver également des conflits en lien avec la consommation d'alcool, la perte de concentration, l'irritabilité. On voit que vous avez déjà réfléchi à ces questions-là. Allez, alors voilà, je vois perte de relation, voilà. Donc absence également. Merci pour toutes ces choses-là. Je vois maintenant arriver les retards. Voilà, oui, c'est ça. Baisse de vigilance, conflit, perte de relation, accident du travail, absence, retard, irritabilité, baisse de productivité, accident, perte de concentration. Vous avez bon, bien évidemment. J'ai essayé ici de balayer tous les impacts que l'alcool pouvait avoir. Alors, le premier, bien sûr, c'est l'impact sur la santé du collaborateur. Faut jamais l'oublier, hein. Il y a avant tout un impact sur sa santé à lui. Et puis pour l'entreprise, et vous l'avez très bien dit, l'impact sur la sécurité avec les accidents du travail. On va avoir également tout ce qui est accident du trajet. Un quart des accidents de la route ont un lien avec l'alcool, hein, plus ou moins. Un petit quart a un lien avec l'alcool. Impact sur la qualité de travail, donc vous l'avez mentionné également, la concentration moindre, la précision des tâches, un jugement, donc un excès de confiance de la personne à croire qu'il est capable de faire quelque chose. Les impacts sur les indicateurs de ressources humaines avec l'absentéisme, les retards qui augmentent, les impacts sur la performance, la personne va avoir du mal à faire des nouveaux apprentissages, beaucoup moins adaptable, des problèmes de mémorisation, du retard dans les rendus également, un impact sur l'équipe, puisque l'équipe va venir en compensation de ce que la personne ne fera pas. Très souvent, elle va masquer les choses en faisant à la place d'eux. Et puis, vous l'avez dit également, sur l'ambiance au sein de l'équipe, avec une irritabilité, des conflits entre personnes. Vous ne l'avez pas abordé, mais c'est un point également très important, la responsabilité de l'employeur, que ce soit au niveau du civil ou du pénal. Il peut y avoir des conséquences en cas d'accident du travail. La recherche du dirigeant ou des personnes en charge de faire assurer le règlement intérieur peut être recherchée. Et puis, il y a un impact sur la culture de l'entreprise également, sur la convivialité, les liens sociaux, les fêtes qui peuvent être organisées. Avec l'alcool, il y a souvent beaucoup d'autres impacts qu'il peut y avoir. L'autre jour, j'étais sur des problématiques de harcèlement et où, bien évidemment, les personnes qui ont des problèmes avec l'alcool ont souvent d'autres problèmes au niveau relationnel. Voilà, donc l'impact est assez évident également dans l'entreprise. On a donc tout intérêt à mettre en place une démarche de prévention globale. Alors, je vous rappelle les trois niveaux de prévention. On va avoir ce qu'on appelle la prévention tertiaire qui s'adresse véritablement aux gens qui sont en difficulté, clairement identifiés par l'entreprise et ses représentants comme présentant un risque. Et donc, on va voilà, soit l'accompagner, soit commencer les entretiens avec lui pour lui donner l'envie de s'en sortir. Mais on va vraiment cibler des personnes à problème. On va avoir un deuxième niveau de prévention secondaire qui va s'adresser beaucoup plus spécifiquement à des métiers à risque, que ce soit les conducteurs de machines dangereuses, les conducteurs
de véhicules également, bien sûr. Et puis, on va essayer sur ces personnes-là de limiter le risque en installant des détecteurs avant de prendre le volant, voilà. Et puis, il va y avoir ce que nous, on encourage, tous les systèmes de prévention primaire en entreprise, qui là, on va s'adresser à l'ensemble du personnel, sans discrimination, et avec pour but de réduire les facteurs de risque et de développer cette vigilance au sein de l'entreprise d'une manière globale. L'occasion également de sensibiliser, bien sûr, sur ces risques addictifs en parlant des addictions au sein de l'entreprise. Alors aujourd'hui, on va parler beaucoup plus de l'addiction à l'alcool. Et comme l'a dit Amine tout à l'heure, on pourrait également élargir le sujet avec le site Addicted Pro à toutes les autres addictions, qu'elles soient avec des substances ou comportementales. Alors voilà, sensibiliser les risques et faire de la prévention primaire, c'était l'occasion pour nous de parler du défi de janvier. Alors première question peut-être à Amine. Amine, on va parler de quelques idées reçues sur l'alcool. La première idée reçue, est-ce que le vin a un effet positif sur la santé? Merci Eric. Écoute, c'est extrêmement important de répondre à cette question parce qu'elle est régulièrement posée et évidemment, il y a plus depuis très longtemps en débat euh, pour ce qui est de la part de la science. En revanche, on continue à penser que consommer de l'alcool, du vin en particulier, a des effets protecteurs, notamment sur le plan cardiovasculaire. Évidemment, tout est faux puisque un certain nombre d'études qui avaient été produites, notamment sous l'effet de la pression de la viticulture et des lobbies de l'alcool avaient mis en avant les effets bénéfiques des phénols et tout ce qui est autour de ces produits. Donc, la plupart des éléments de la science qui ont été produits ont été plus ou moins financés par la filière. Et si on devait suivre les effets bénéfiques, les quantités que l'on doit consommer seront tellement importantes qu'elles seront écrasées par, évidemment, les dommages que l'alcool engendrerait. Euh, Ça appelle une remarque dans l'histoire, évidemment, des addictions. Ce qu'on vit avec l'alcool, on l'a vécu avec le tabac parce que, bon, maintenant, ça semble tellement clair et tellement documenté que le cancer du poumon est directement lié à la consommation du tabac. Mais il y a eu une époque, on a eu quand même une production scientifique qui était financée par l'industrie du tabac qui disait qu'il n'y avait pas de lien. Donc on est sur, en quelque sorte, un remake avec l'alcool. Donc non, en réalité, toute prise d'alcool déclenche un risque. Donc, non, c'est un produit toxique avec un potentiel négatif pour la santé. Donc là, tu nous casses le Et fait que oui, le je suis vin a un désolé effet pour la... bénéfique sur la santé. Est-ce qu'il y a des alcools qui sont plus toxiques que d'autres? Est-ce que une bière, ce serait mieux que du vin ou qu'un whisky? Alors, sur la première question, on appelle ça le French Paradox, hein, on l'a même marketé hein, pour la petite histoire. Bon, deuxième grande surprise, mais deuxième grande déception, ben non. Lorsque les patients dans mon service me disent, bah, docteur, j'ai baissé les alcools forts tels que whisky, vodka, je me suis mis à la bière ou bien au cidre, c'est mieux. Je leur dis, non, ben non. Ce qui est important, c'est la concentration de l'alcool pur, c'est l'éthanol qui se trouve dans les boissons dites finies, marketées. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous prenez un verre de bière, un demi de bière, une coupe de champagne, une dose de whisky, de pastis ou de vodka, en faisant référence à la volumétrie qu'on a dans les brasseries, c'est exactement la même quantité d'alcool qu'on ingère avec les mêmes risques liés à cette quantité d'alcool. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. L'équivalent, c'est 10 grammes d'alcool dans chaque verre. Ensuite, on a les volumes qui changent, mais ce sont des volumes qui sont ceux que l'on a dans les débits de boissons en ville, dans le commerce. Donc non, il n'y a pas de différence, au contraire. Et donc, ces consommations que tu nous dis, qu'elles soient bière, vin ou un alcool fort, c'est quoi une consommation raisonnable d'alcool? Alors, j'aime pas beaucoup cette question
mais il est important de la poser parce que c'est ben, forcément, on nous pose la question à partir de quand, jusqu'à quelle quantité on peut consommer. Donc on s'en sort pas trop mal puisqu'on on se réfère à l'INSERM qui, dans son expertise récente, a exprimé une idée très claire, c'est que ce sont les repères de Santé publique France, disant que jusqu'à une certaine quantité, le risque est moindre. Et cette quantité, c'est les verres dont on a parlé tout à l'heure, hein, Eric, c'est pas plus de 2 verres par jour, sur une période de 10 jours avec une fenêtre de 48 heures. Donc c'est extrêmement important, ça permet à l'organisme de souffler. Donc attention. Et c'est 2 jours consécutifs. Euh, alors, autre idée importante à partager, c'est que la moindre quantité d'alcool consommée, dès le premier verre, on peut déclencher des risques liés à la consommation de l'alcool. Et ça, c'est aussi le résultat des recherches récentes, hein. Oui, 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 oui. Oui, oui, même en termes de risque d'accident du travail, on voit que dès le premier verre, on baisse la vigilance, on augmente les risques d'accident. Bien sûr, complètement. Là, on est vraiment sur une consommation raisonnable. On n'est pas dans le cadre de la prévention, de dire si on veut Oui, pas bien sûr. d'accident, il vaut mieux ne pas boire au travail du tout. On est On est d'accord. bien On est d'accord. d'accord. Revenons sur le défi de janvier. C'est une campagne qui existe maintenant depuis 2020. En France, aujourd'hui, 2 tiers des Français connaissent cette campagne et 60% des Français déclarent vouloir relever ce défi pour cette 5e édition. Donc, c'est au mois de janvier. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste de réaliser le défi de janvier? Alors, c'est d'abord et avant tout bon, c'est le défi, c'est bien, le terme est consacré. C'est un challenge qui se veut ludique. Il consiste à faire donc une pause au cours du mois de janvier. Pourquoi on a choisi le mois de janvier? Bon, c'est inspiré de ce que font nos collègues britanniques. Ben, ça arrive après l'excès des fêtes, hein, les fêtes de fin d'année où objectivement il n'y a pas de contrôle, les gens mangent beaucoup, boivent beaucoup, et donc la plupart d'entre nous, on prend des grandes résolutions en janvier. Une des résolutions que l'on a tendance à prendre, c'est celle de ne pas de baisser sa consommation, de ne pas boire. Donc les Britanniques et nous avons décidé finalement d'organiser une sorte de fête généralisée au cours duquel, pendant tout le mois de janvier, on ne consomme pas d'alcool. Et c'est une occasion pour faire le point, euh, seul ou en famille ou avec des amis, avec son entourage, et de manière assez ludique de relever ce défi. Même si on n'arrive pas le premier jour, le premier, le deux, le trois, on peut toujours accrocher son wagon dans le courant du mois de janvier et voir quels sont le rapport qu'on a avec l'alcool pendant cette période. Ça, c'est l'esprit global. On prend soin de soi, on ne consomme pas et on voit ce que ça donne. Et alors, ça s'adresse à qui ce défi de janvier? Eh bien, comme c'est quelque chose qui est ludique et qui ne discrimine pas, ça s'adresse à tout le monde. À tout le monde, à tous ceux qui consomment même un verre de temps à autre, on leur demande pendant un mois. On les invite plus qu'on leur demande à faire comme nous tous, c'est-à-dire ne pas du tout boire. Voilà, ça c'est comme ça. Et on leur dit, bah, même un verre, si vous prenez un verre de temps en temps, bah, essayez de renoncer. Vous verrez que ça doit déclencher quelque chose en vous, une certaine résistance, un certain bien-être. On verra après, donc ça c'est extrêmement important. Et à contrario, est-ce qu'il y a des personnes vers qui ça ne s'adresse pas, ce défi de janvier? Est-ce qu'il y a des... Tu dis que ça s'adresse à tous, mais est-ce que ça s'adresse vraiment à tout le monde? Écoute, ça s'adresse à tout le monde, et ironie du sort, probablement ceux pour lesquels il est peut-être pas intéressant de prescrire le défi de janvier, ce sont les personnes dépendantes à l'alcool. Parce que bah, l'arrêt de l'alcool peut provoquer des syndromes de sevrage et peut être un peu difficile au point de les pousser à compenser soit par un autre alcool ou bien par d'autres de drogues. Et donc c'est à ce moment-là que évidemment tout ce que l'on connaît, hein, notamment sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, notamment sur Addicted, hein, est disponible pour pouvoir aider les personnes en difficulté. C'est aussi peut-être aussi l'occasion pour certains qui de l'extérieur ne montrent pas de difficulté, se retrouvent à en avoir une, et c'est peut-être le moment d'aller demander de l'aide auprès des professionnels. Sur notre site que tu as cité, Eric, on a des forums, on a des patients experts et on a aussi une géolocalisation pour aller voir des professionnels pour vous aider si vous êtes dans cette situation pendant cette période au cours de laquelle vous avez
eu la révélation d'autres problèmes d'alcool, quoi. Tu nous dis que c'est bien de faire ce défi de janvier. Quels sont les bienfaits à titre individuel? On a parlé tout à l'heure Oui, bien des sûr. bienfaits pour l'entreprise, mais à titre individuel, c'est quoi les bienfaits dans cette pause? Alors, pour ceux qui ont fait le défi de janvier, ça, on est à quatrième, voire cinquième édition, je crois, quatrième. Beaucoup racontent un certain nombre de symptômes. Encore faut-il pouvoir les vérifier. Ben, pas des symptômes, ces effets ont été vérifiés, notamment en Grande-Bretagne, à la faveur d'études où on a collecté quelques éléments de bienfaits chez les patients britanniques. Mais ce qu'on a retrouvé aussi, et qui viennent corroborer ce que les études ont montré, c'est d'abord et avant tout un meilleur sommeil. L'alcool détruit l'architecture du sommeil. Un peu plus d'énergie, on est moins sédaté, on a une meilleure concentration, toutes les opérations cognitives sont meilleures, une meilleure peau, notamment chez les femmes, chez lesquelles l'alcool a un effet délétère plus rapidement que chez les hommes. La perte de poids, c'est que l'alcool, c'est quand même très calorique. C'est des calories faciles à prendre. On ne les sent pas passer, mais ces calories sont là. Pour ce qui est très clairement au niveau du métabolisme, on a une amélioration de la tension artérielle. Parfois, on le voit jusqu'à 2 points. Des économies, puisque l'alcool coûte cher, hein, évidemment. Et puis, surtout, on s'est rendu compte que ceux qui faisaient le défi de janvier, avaient une maîtrise de la consommation à distance du mois de janvier. C'est-à-dire, ils étaient plus en capacité de pouvoir refuser une invitation, de ne pas boire tous les soirs, même des petites quantités. Donc, c'est pas mal. Et cette maîtrise, on la voyait jusqu'à 6 mois après le défi de janvier. Ça, c'est extrêmement intéressant et ça a été rapporté euh, notamment dans les études à l'université de Sussex au Royaume-Uni. Bien. Merci, donc ça donne envie hein, de se dire que même si on fait juste la pause sur le mois de janvier, on va avoir un impact tout au long de l'année sur notre Complètement, tout à consommation. fait. Et d'ailleurs, si on le fait Et en janvier, on peut le faire un autre mois après, hein, mais bon, ça on c'est. peut continuer, bien évidemment, Ou et alors le faire tous découvrir les 2, 3 mois, 6 mois. d'autres manières en effet, de consommer d'autres produits et garder le même côté intéressant et relationnel. Pourquoi est-ce que c'est si difficile en France de mettre en place cette prévention contre les effets de l'alcool? On a tous un rapport ambivalent avec l'alcool en France, et notamment avec le vin. C'est un pays où la tradition de l'alcool et du vin est exceptionnellement importante. On n'a qu'à rentrer pousser la porte des hypermarchés, des commerces. Le rayon alcool et vin est exceptionnel. C'est ce qui fait notre fierté, en même temps, l'exportation de notre culture. Ça, c'est extrêmement important. C'est notre patrimoine. Et donc, l'idée, ce n'est pas de le tuer, mais de faire avec et surtout de se protéger. Sur ce patrimoine, on a un lobby qui évidemment capitalise beaucoup et qui a aussi des relais extrêmement puissants au niveau des pouvoirs publics et politiques, avec une capacité à bloquer les campagnes de prévention. On en a un exemple évidemment récemment au niveau de l'actualité sur les campagnes qu'on avait plus ou moins préparées, qui ont été annulées. On a quelque chose de l'ordre de à la fois de l'ambivalence de la culture et aussi un effet agissant très puissant au niveau du lobby. Mais la prévention, c'est un passage obligé lorsqu'on est des responsables politiques ou lorsqu'on a une responsabilité en matière de santé publique. Elle permet évidemment de concilier plaisir et sauvegarde de notre patrimoine de santé. Et là, il faut croire qu'on n'est pas tout à fait dans les clous en France. Donc, il faut avoir conscience des risques et il faut aussi décider d'une consommation en étant informé. Et je crois que l'information n'arrive pas et parce qu'elle n'est pas formulée de manière claire concernant les risques liés à la consommation d'alcool. Et puis tous les problèmes que l'on connaît lorsqu'on ne fait pas ça dans le milieu du travail, comme tu l'as très bien rappelé, Eric, absentéisme, voilà, productivité, voilà, relation intérêt, c'est même pas toi, c'est les participants au webinaire qui l'ont rappelé. Tout à fait, tout à fait. Baisse de la concentration, relations conflictuelles, désorganisation du travail, et parfois accident du travail. Donc ça, tu vois, il y a une prévention qui est générale, prévention individuelle, et puis il y a le prolongement au niveau du milieu du travail.
et qui me semble utile de le rappeler. Eric. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et justement, en milieu professionnel, pourquoi cette campagne du défi de janvier? Bah, ça peut être le bon moyen de faire de la prévention sur ce risque alcool. Ah ben clairement, il y a parce que c'est ludique et c'est très bien quand on met de la légèreté dans le milieu du travail parce que on peut d'une certaine manière construire voilà le team building, ça c'est extrêmement important et les occasions comme ça sont très bien. Ça permet aussi de casser de changer le type de rapport entre dans la hiérarchie en gardant évidemment chacun sa place parce que ça c'est aussi un défi pour soi et pour son équipe. Ça, c'est extrêmement important. C'est aussi un défi collectif, une émulation, de l'enthousiasme. Et ça tient peu sur un mois. Sur un mois, on construit des codes nouveaux. Une semaine, c'est court. Un mois, c'est très important. Lorsqu'on commence au milieu, on se dit, tiens, ça, j'y arriverai pas. Et puis, lorsqu'on est stimulé, challengé par le collègue qui, lui, n'a pas lâché, ben, on y arrive. Et puis, quand il y en a un qui baisse dans sa motivation, ben, on l'aide, même s'il a consommé il peut continuer à finir le mois. Et puis, il y a un échange de stratégies pour tenir, les astuces, comment dire non, comment finalement être plus nombreux à le faire, et puis minoritaire à ne pas le faire. Et puis, c'est une manière aussi de ramener vers soi ceux qui ne l'ont pas fait. Et puis, c'est une campagne intéressante parce qu'elle n'est pas stigmatisante, parce qu'elle est partagée par tout le monde. En gros, il y a un générique pendant le mois de janvier, c'est celui de faire le défi de janvier. Et plus les années passent, et plus c'est repris par la société. La presse, comme tu le sais, Eric, s'en fait l'écho, et même avant janvier, on a commencé depuis 2 semaines à en parler de manière très claire. Et puis, ça donne un répit à son corps, à son esprit. On se sent mieux, on est plus performant. On le voit, on le mesure à titre individuel et on peut le faire à titre collectif. Euh, et puis, ça permet de s'interroger sur son rapport à l'alcool, quel que soit le type de rapport que l'on a. Le fait que l'alcool soit quelque chose de normal et de normaliser, c'est pas normal. Alors que la norme devrait être pour ceux qui disent non, moi je bois pas, on le sait que ceux qui ne boivent pas, sont devenus, entre guillemets, anormaux au sens, pas dans la norme, autant dans la société que dans l'entreprise. Ça, c'est Oui. important. OK? Il suffit juste, Oui, pour je t'en relayer ce prie. que tu dis, il suffit juste, si, voilà, si on a l'habitude de prendre une bière ou un verre à table, de dire non, non, pas aujourd'hui, je voudrais prendre autre chose. Et tout de suite, la réflexion autour va être qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu es malade? Voilà. Absolument. C'est Ah, ouais, ouais. ce que tu expliques de l'anormalité de dire bah non, j'ai juste envie de boire autre chose, parce que c'est aussi possible de boire autre chose. Oui, c'est Et les tout de mauvais suite, coucheurs, on est en les pas effet marrants, stigmatisé. voilà. Voilà. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors bon, comment est-ce qu'on peut faire demain à la rentrée, là, le 1er Mais janvier, on peut pour le faire tout relayer de cette... suite. Il y a beaucoup de. Voilà, on peut taper sur défi de janvier sur Google. Regarde, tu as des bannières, des flyers, tu as tout noté. On a une application défi de janvier, My Défi de janvier, et qui est une application interactive qui permet aussi de mesurer ses capacités, de s'éprouver et de voir où on en est. Donc, franchement, là, il y a Flores hein, d'outils, de goodies, de flyers, de bannières, de groupes, de réseaux. Il y a des réseaux Facebook. C'est absolument impossible de louper ça pendant le mois de janvier. Voilà, Voilà, donc je vous invite à y aller. ce serait même dommage de ne pas le relayer dans Ouais, voilà, et après, il y a l'entreprise Dictate Pro que vous connaissez maintenant. Hein. et de ne pas le Pareil. mettre à table le midi en disant et Tout si à nous fait. aussi on le faisait. Voilà, juste pour voir, pour se partager des moments différemment et se tester tous ensemble. Merci beaucoup, Amine, Je t'en prie. pour toutes ces précisions. Je vais arrêter le diaporama et puis, bah, si certains veulent poser des questions directement, soit à Amine, soit à moi, partager leur expérience également, bah, on serait très content de pouvoir répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas. Je vois pas de questions sur le chat, mais n'hésitez pas à ouvrir caméra et micro. Alors, apparemment, pour l'instant, ça ne vient pas. Moi, je peux témoigner hein, pour l'avoir Et personnellement testé les 2 dernières années, bah, de m'être aperçu que c'était pas une obligation. Et comme tu le dis, Amine, ce changement a été plus durable que le mois de janvier. Alors, j'ai pas totalement arrêté de boire. Hein. Je pense être en dessous
des doses autorisées comme tu les as montrées tout à l'heure, mais je m'accorde de temps en temps le fait de ne pas prendre un verre de vin ou de ne pas prendre de bière et de changer un petit peu mes habitudes. Depuis cette expérience-là, je me suis aperçu que bah oui, je pouvais prendre autre Bien sûr. chose, voilà, que ça ne changeait rien dessus. Ça, c'est extrêmement important. Ce qui est utile, c'est lorsqu'on fait cette expérience, on se dit, tiens, je suis capable de dire non, même si je ne bois pas beaucoup. Oui, Je suis oui, capable de dire, d'avoir une discussion avec mes collègues, de sortir, de faire un after work sans pour autant boire. Alors que l'alcool est associé à ce type d'événement. tout à fait. Et puis on se rend compte, comme tu le disais tout à l'heure, que bah, on a des moments ou des endroits où c'est plus difficile. Ça va être, pour ma part en tout cas, c'était peut-être plus difficile dans les restaurants de ne pas prendre un verre. Alors que à la maison, ce sera plus facile, ou au travail, ce sera plus facile de prendre un jus de fruits. Et par contre, quand on va au restaurant, bah, on a ce petit réflexe, on se dit, oh non, quand même, voilà. Donc, on peut se tester, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. On peut se tester et voir quels sont les endroits, les moments de la journée où on va avoir plus de facilité ou plus de difficulté à le faire ou à ne pas le faire. Et puis également, bien sûr, à l'époque, j'étais pas le seul à le faire au niveau de la INF. Et le fait d'être plusieurs, bah, ça motive en fait beaucoup parce qu'on se dit, bah, si lui y arrive, il n'y a pas de raison que moi, j'y arrive pas. Et donc, on se challenge, même si bah, il n'y a pas grand-chose à gagner. Après, libre à chaque entreprise de mettre des récompenses si elle le souhaite. Mais en tout cas, dans l'esprit du défi de janvier, il n'y a pas de récompense dessus, à part ça, la récompense personnelle, comme tu les as expliqué, tous les bienfaits qu'on peut avoir à titre personnel, il n'y a pas de récompense. Alors, je Ah, vois qu'il y a des... Christelle est en train d'écrire, elle dit, Oui. tu vois quand même, en janvier en entreprise, ça peut être compliqué avec les vœux, comment faire? Bah, moi, c'est très simple, hein, je vais vous donner mon expérience. On a banni le cidre, l'alcool, tout ça, avec l'accord général de l'ensemble de ceux qui sont là, hein. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous. Alors, pour répondre à cette même question des vœux, je dirais la première chose, ça va être d'offrir la possibilité d'avoir autre chose. Déjà, hein, donc de réfléchir en entreprise à ne pas avoir que des bulles et du champagne pour fêter l'événement, mais avoir également une autre proposition. Et une proposition de qualité, c'est pas forcément soit vous avez du champagne, soit vous avez un jus d'orange. Il peut aussi y avoir certains cocktails sans alcool et qui peuvent tout à fait être bons, hein. Il y a énormément de recettes qui circulent, hein, comme tu le disais, même sur les groupes Facebook ou autres. Donc pour avoir une proposition de qualité à côté et pas être stigmatisé avec un jus d'orange ou un verre d'eau à côté pour fêter ça. Voilà, et puis ça peut être, comme tu l'expliquais, Amine, bah, totalement interdit dans l'entreprise et dire bah, on passe à autre chose, on ne met que une autre proposition pour fêter ces événements-là. Ça, c'est libre à l'entreprise, soit elle impose, entre guillemets, le zéro alcool, soit, je dirais, la première étape, ça va être d'offrir la possibilité aux gens de boire autre chose. C'est bon. Alors, je Laisse Léo. vois ne pas associer les vœux avec du champagne, mais plutôt avec des jus de fruits frais. Bien sûr, ça Oui, peut être également sur des jus de fruits frais, hein, bien sûr. On peut avoir soit des systèmes de cocktails, soit des jus de fruits frais qui fonctionnent très bien aujourd'hui et qui sont également de grande qualité. Alors, n'hésitez pas, pour que ce soit plus dynamique, à poser directement les questions et à Cyril Ballereau. Je ne sais pas si vous pouvez ouvrir votre micro, autrement je vais relayer la question. Alors, je relais la question. Amine, à ton avis, contraindre et rendre obligatoire, rappel dans le règlement intérieur, est-ce que c'est une démarche incitative? Alors là, j'ai pas compris. Comprendre, contraindre et rendre obligatoire. Voilà. Est-ce qu'il faut rendre obligatoire les choses? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est pouvons-nous faire d'un ou quelques cas de généralité dès lors que les salariés ont été indiqués comme addicts à l'alcool au sein de son poste pendant son travail?
Oula. Alors, première question déjà, est-ce qu'il y a un intérêt à contraindre et à rendre obligatoire? Alors, si on le fait, c'est pas dans le cadre du défi de janvier parce qu'on serait pas dans l'esprit du défi. L'esprit du défi, c'est accompagner, c'est ludique. Donc, sinon, là, pour le coup, on casse l'esprit dans lequel on met en place ce défi de janvier. En revanche, en dehors du défi, la question de l'alcool peut se poser au niveau de l'entreprise et c'est toujours mieux de discuter que de contraindre, par définition. Donc là-dessus, oui. On peut le faire, mais à condition que ça soit quelque chose qui a été discuté. C'est toujours mieux. Moi, je suis assez d'accord qu'il vaut mieux discuter avec les représentants du personnel, identifier les éléments qui peuvent Complètement. poser problème ou au contraire favoriser la prise d'alcool. Il y a Il y avait une Turquoise qui a deux. levé la main tout à l'heure. Oui, oui. Je sais Allez-y, pas si... turquoise. Bonjour Eric, bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Céleste Kumba, responsable QHSE. Et j'avais une question, ce qui est plus tourné dans le sens sur le volet de la consommation raisonnable. Si j'ai bien suivi, votre collègue il recommandait de consommer au maximum 2 verres d'alcool par jour pendant 10 jours avec une fenêtre de 48 heures. J'aimerais bien qu'on revienne sur ce point-là. Et quand on dit 2 verres d'alcool, vous estimez à combien de centilitres, par exemple, ou bien à quel voltage d'alcool? Et c'est surtout ça, c'est surtout sur cet aspect que je voulais revenir. Merci. Alors, je vais reformuler votre phrase. On n'a pas prescrit la consommation. On a dit que les risques étaient plus élevés lorsqu'on dépassait les 2 verres par jour. Et c'est une notion importante parce que juste après, j'ai dit que toute prise d'alcool était associée à un risque. Vous voyez, c'est extrêmement important. Ça, c'est les repères de l'INSERM. Donc, qui disent Mhm. qu'au-delà de 2 verres par jour, et si on ne fait pas 48 heures sur 10 jours d'arrêt, on augmente les risques de tomber malade. Quoi, en gros, pour faire court. Et les 2 verres, ce sont ceux qu'on a montrés qui constituent 3 centilitres d'alcool, c'est-à-dire ce sont les verres qu'on a montrés. Ce n'est pas les verres que vous avez à la maison Pyrex, hein. C'est les verres ce sont les doses que vous avez dans les bistrots. Une flûte de champagne, 25 centilitres de bière, un ballon de vin rouge, une dose de whisky, une dose de pastis. C'est très important parce que si vous dépassez cette quantité, on n'est plus du tout dans les repères. Mhm. D'accord. Mais pourquoi par jour alors qu'en semaine on est au travail, c'est le week-end peut-être qui... Je comprends pas. Alors, mais je crois que il faut ce que vous devez comprendre, c'est pas une prescription que l'on fait. Mhm, mhm, C'est les risques qui sont déclenchés mhm. par ceux qui consomment tous les jours. Si vous Ok, consommez tous les jours et vous ne faites pas sur 10 jours une fenêtre de 48 heures, si vous dépassez ces doses, vous êtes vous augmentez terriblement le risque. d'accord. Voilà. C'est D'accord, c'est- merci. Mhm. c'est une dose à ne pas dépasser, Si vous êtes des mais consommateurs moins on en réguliers, prend si vous êtes des et consommateurs plus on est en réguliers, sécurité. Mhm. Faut vraiment pas le voir comme étant une une prescription. prescription Pourquoi je dessus dis en disant, ça? Parce que le lobby de l'alcool fait le contraire de ce qu'on montre. Ils disent vous pouvez consommer 2 verres par jour, tata. Alors que non, nous on dit qu'à partir de ce 2 verres par jour, c'est pas nous, hein, c'est la science qui le dit, on déclenche, on augmente de manière très exponentielle le risque. voilà, voilà, tout à fait. D'accord. Ok, Ouais, ça marche. Merci beaucoup. Après, merci. Il y avait une deuxième question de Cyril Ballereau tout à l'heure. Je ne sais pas s'il va prendre la parole ou s'il a un problème de micro. Non. Alors, je reprends la question à l'oral. Est-ce qu'il faut faire de quelques cas, c'est-à-dire d'une ou deux personnes qui pourraient être addictes, une généralité dans l'entreprise? Est-ce qu'il faut justement, enfin, c'est en tout cas comme ça que j'interprète sa oui. consommation, est-ce qu'il faut de quelques cas particuliers de gens qui vont consommer vraiment en excès, mettre en place de la prévention pour tous? Non, mais la prévention pour tous ne concerne pas les personnes malades. Le principe de la prévention, c'est donner l'information pour éviter d'être malade. Et c'est pour Oui. ça c'est ça qui est important, c'est pour connaître les effets néfastes et les dommages que peut causer l'alcool chez les personnes saines avant d'être malade. C'est le principe même de la prévention primaire.
Ouais. Ensuite, c'est plus de la prévention, c'est du soin quand on est malade. C'est du care. OK? Ouais, tout à fait, tout à fait. Et dans ces cas-là, très souvent, bah, ça sort du domaine de l'entreprise et on va beaucoup plus dans le domaine du médical, Oui. parce que l'entreprise va avoir du mal à gérer cette partie-là. Mhm. Et ça va être, et pour la personne, on va aller vers de l'exclusion dessus. Donc il faut, dans la mesure du possible, rester en dessous de ce cadre. Et ce genre d'exercice permet de revoir sa propre consommation, de découvrir des nouvelles pratiques également. On peut très bien fêter un événement sans avoir d'alcool autour de la table. Je pense que dans le cadre de l'entreprise, ça se fait extrêmement bien aujourd'hui. Ça a été rappelé tout à l'heure, les jus de fruits frais aujourd'hui sont très Mhm. répandus. Les cocktails sans alcool sont également très répandus. Euh, alors oui, il y avait une remarque également de Cyril Ballereau sur les gens conducteurs routiers, caristes, travaux dangereux. Alors je dirais sur toutes ces personnes-là, il y a bien évidemment une mesure encore Il y a plus les pour chars, il y a eux les chars. Ouais, et, ouais. Ouais, ouais, bien et sûr. un risque beaucoup plus important d'accidents du travail et de blessures graves. Et donc, il faut être encore plus vigilant avec ces personnes-là. Est-ce que tu as des recommandations, toi, Amine, sur des Bah, je postes pense qu'il y a des particulièrement chartes, dangereux? hein, il y a et des réglementaires qui concernent déjà ce genre de, de métier, hein, là-dessus. Le défi, bah, il est toute l'année, hein, Mm, j'imagine, hein, mm, mm, forcément. Là, on tombe directement, on ne sait plus l'esprit du défi, on tombe directement sur la consommation des produits psychoactifs dans des métiers à risque. mm. Et là, je vous renvoie vers Addicted Pro, où vous avez des fiches hein, là-dessus, hein, vous pouvez les Tout à fait. Il y télécharger. a des fiches sur le pot en entreprise, sur le règlement intérieur, qu'est-ce que l'on peut mettre dans un règlement intérieur, toutes ces choses-là. Et ensuite, il y avait une remarque sur l'orientation vers les services de prévention et de santé au travail, le médecin du Aussi, travail. bien sûr. Alors, dans le cadre du défi de janvier, ça peut être fait bien évidemment avec le soutien des services de prévention de santé au travail. Mais c'est de la prévention pure en entreprise, donc ça peut être décidé d'une manière unilatérale par l'employeur. Je vois pas un service de santé venir s'opposer à ce genre de démarche. Les personnes ayant des problématiques, que ce soit sur l'addiction à l'alcool ou autre, bien évidemment, il faut les orienter vers le médecin du travail. Il y a également, quand je dis problématique, on a parlé tout à l'heure des repères de consommation. Et il y a sur le site Addicted Pro un certain nombre d'autotests où on peut venir tester Complètement. ses propres usages, que ce soit sur l'alcool, le cannabis, le tabac, Ouais. l'usage du numérique, etc., qui permet justement de voir un petit peu et de faire le point si on a soi-même un problème. Alors ça peut être également relayé par les entreprises, de relayer ces tests-là. Et en fonction de ça, on parlait avec son service de santé au travail. Plutôt on prend la mesure du problème, plutôt on se fait accompagner Et où monsieur, on en discute avec son collègue, son hiérarchique, en famille ou autre. Et je pense plus vite, on évite d'être dans des situations dangereuses pour la personne. Christelle a craqué, elle demande si elle va quand même bénéficier des effets du défi. Qu'est-ce que tu peux Alors, lui dire, Eric? je pense que comme c'est un défi, c'est pas très grave. Elle pourra toujours le prolonger au-delà du mois de janvier pour compenser. Non, non, je pense que Je pense qu'on a quoi qu'on déjà gagné fasse, quel lorsqu'on le que soit commence. l'effort que l'on arrive à Voilà. faire, on va avoir des bénéfices. Même si on a craqué une fois, même si on a pris une bière ou un verre de vin au milieu du défi parce qu'on n'a pas résisté, bah, ça permettra en tout cas d'apprendre sur soi que bah, à tel moment, à tel instant, pour telle ou telle raison, des bonnes ou des mauvaises, on n'a pas pu résister à ce moment-là dessus. Et donc on aura appris quelque chose. Donc je dirais ce sera encore plus fort d'en avoir pris connaissance. Et puis surtout, il faut voir le verre à moitié plein, hein, c'est le cas de le dire, puisqu'on s'est dit, tiens, on l'a fait pas mal aussi, même si on a craqué. Et donc, ça donne quand même beaucoup de ce qu'on appelle le self-efficacy, hein, c'est-à-dire sentiment d'efficacité personnelle. Bon, ça vous va, Christelle? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On n'a pas de. Voilà, elle nous répond par écrit. Très bien. Oui,
Voilà, ça lui va très bien. Bon. Bon, on a répondu à Si on a plus d'autres questions, bah écoute, c'est très Amine, on va bien. pouvoir clore Euh, ce webinaire. Merci Eric de ton invitation. Je vous souhaite à tous, en tout cas, de relever ce défi en janvier. J'espère qu'on vous a donné l'envie de le tenter. Alors, quelques Euh, chiffres peut-être avant de se quitter, Eric, comme ça encourage tout le monde. La Vas-y, première fois Amine. qu'on a fait le défi, on était 10 millions. L'année dernière, on était 25 millions. C'est énorme. Et donc, il faut repousser un peu comme le Téléthon, le nombre de défieurs. Voilà, tout à fait, tout à fait. Une fois qu'on a commencé une année, c'est vrai que ça revient l'année suivante et on se dit, ben non, c'était pas si compliqué. Donc on recommence et donc plus Complètement. on sera nombreux, plus ce sera facile. Super. Un grand merci à toi, Amine. Merci à toi aussi, Eric. Merci pour toutes ces informations. Je vois possibilité de refaire plusieurs fois dans l'année. Bien Ah ben évidemment, hein, tiens, c'est bien sûr ce genre deuxième d'exercice, on pause. peut le faire à tout moment derrière pendant l'année. L'intérêt du mois de janvier, c'est que voilà, on le partage avec Les autres. quelques dizaines de millions de personnes, on l'espère, cette année. Voilà. Donc, merci beaucoup, Amine. Merci à tous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous À toi donne aussi. rendez-vous à l'année prochaine. Merci. Tout à fait. Au revoir Merci, à tout le monde. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.